Alors, je voulais aussi quelqu'un dire que le problème, c'était pas tant les types de pneus que le fabricant. En gros, je sais plus. Moi, honnêtement, Pirelli, là, j'ai un chapeau, donc je peux leur le tirer parce que je trouve que ils s'en sortent vraiment pas mal du tout. Alors après, maintenant, on va dire ça à Sébastien Ogier en rallye parce que c'est pas du tout la même. Ah oui, c'est pas la même chose. Après, c'est sûr que on va rester en Formule 1. Pirelli est pas tout blanc non plus. Faut pas non plus, voilà. Non, bien sûr. Mais ils ont un cahier des charges qui est tellement précis et casse-gueule surtout. Et pas beaucoup d'essais. Et pas beaucoup d'essais pour ne pas dire pas d'essais, parce que je suis désolé, 3 journées dans l'année sur des circuits où tu balances 3 gouttes de flotte. Non, voilà. Bahreïn, voilà, c'est. Oui, et puis c'est pareil, tu fais tes essais à Bahreïn avec les températures qu'il y a et tout, c'est pas sûr que ce soit très représentatif de. Tu parles de l'eau, rappelons quand même qu'il y a un body kit standard qui est en développement, un garde-boue pour les grands prix sous la pluie. Ah oui, ils ont sorti ça, ouais. Je crois d'ailleurs qu'on devrait avoir les premières esquisses sous maquette dans l'année, me semble. Mais déjà, il y a des nouveaux pneus qui sont censés arriver à Imola. Je crois des nouveaux pneus pluie ou inter. Il y a des nouveaux pneus pluie qui devraient arriver à la tournée européenne. Attends. On en est bientôt à la... Red Bull avait en fait été visionnaire quand ils avaient mis une Formule 1 sur la Terre. Oui, enfin, honnêtement... En fait, j'utilise la métaphore du pansement, mais là, il y a un moment, c'est de la chirurgie, si tu veux. Enfin, c'est de l'acharnement thérapeutique. Soyons sincères. Non, de toute façon, je sais que ça va être non, mais est-ce que on a un manufacturier pneumatique dans la course automobile qui rencontre un challenge comme Pirelli, à savoir de faire du pneu de course automobile qui, de 1, doit répondre aux lois de la physique, qui est que tu dois tenir une bagnole qui fait 800 kilos dans des virages où elle tape du 270 km/h, où t'as, je sais pas, 3-4 G de force latérale, où en ligne droite, tu peux taper, on l'a vu, 340 km/h, et encore, là, on est sur un tracé où t'as de l'aileron, où la ligne droite, on a vu beaucoup plus long et tout, donc ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Et en plus de ça, une fois que t'as posé ces lois physiques, il faut que tes pneus contribuent au spectacle du sport. Est-ce que on voit ça dans d'autres catégories où on a de telles contraintes. C'est aussi pour ça que dès qu'il y a des appels d'offres pour renouveler le fabricant, il y a personne qui veut. Il y a que Pirelli, personne ne veut parce que c'est un bourbier sans nom. Et le seul moyen là à l'heure actuelle pour qu'il y ait un nouveau fabricant de pneus, c'est soit qu'ils réintroduisent une guerre des manufacturiers, ce qui n'arrivera pas, soit que Pirelli dise c'est bon, on en a marre, on se casse. Et là, ils seront obligés de trouver quelqu'un d'autre. Mais sinon, si ça reste déjà candidaté. Oui, mais si ça reste comme c'est, même encore les années, les appels d'offres qui suivront, Pirelli restera parce que personne ne veut de ça. C'est du bourbier sans nom. Et quand on voit parce que quand on voit comment on tape sur Pirelli à dire ils font des pneus de merde, alors qu'ils ont pas le choix de faire des pneus de merde parce qu'on leur demande de faire des pneus de merde. On leur demande mine de rien, c'est leur image de marque qui en prend plein la gueule de putain, ils font des pneus de merde. Et dans l'absolu, c'est pas vraiment des pneus merde, parce que quand on voit quand même Ocon ou Hülkenberg faire le relais à bas coût avec les pneus, c'est quand même pas mal. Et puis aussi, il faut se rappeler que Pirelli, effectivement, est là installé en F1. Ils ont succédé à Michelin en WRC également, mais il y en avait un autre qui tapait à la porte de la F1, c'était Hankook, qui a été gentiment mis à la porte pour la candidature de la F1. Ils se sont dit « Oh, c'est dommage, on sera pas F1. Allez, on candidate en WRC. » Et FIA, elle a dit « Fais un peu beaucoup, là, tu forces. » Mais bon, comme c'était ultra politisé, il fallait dire « Bon, allez, on va donner une catégorie à Hankook. Allez, la Formule E, ça vous plaît? Allez. »
Voilà, la Formule E. Et les W Series, s'il te plaît. Voilà, donc Hankook a succédé à Michelin en Formule E. Voilà. Mais rappelez-vous de l'époque aussi où Bridgestone était en Formule 1. Ils l'ont fait essentiellement pour gagner en image de marque et en notoriété, notamment en Europe, parce qu'ils étaient quand même pas très connus chez nous. Et on avait une Formule 1 qui était super européenne quand même à l'époque. Et on a vu littéralement des pneus en bois. C'est-à-dire que les pneus faisaient quasiment toute la course. Et rappelez-vous de Vettel à Monza, où il s'arrête dans le dernier tour, il en a même pas besoin. C'est simplement parce que c'est une obligation du règlement. Donc on pouvait rien faire avec des pneus comme ça. Tu peux développer aucune stratégie avec des pneus comme ça. Oui, mais c'est. Je sais pas si vous avez vu l'article Michelin qui ont dit, c'était quoi, il y a 2 semaines. Pourquoi ils voulaient pas revenir en Formule 1 ? Ils ont dit catégoriquement c'est mort. Parce que tant qu'il n'y a pas de compétition, eux, ils reviennent pas. Non, il y a ça, enfin, même pas. Leur argument, c'est que, voilà, j'ai retrouvé la citation exacte, dit, nous devons rappeler pourquoi Michelin est en sport mécanique. Ah oui. Le premier élément n'est pas le spectacle, ce n'est pas une question de marque, c'est une question de technologie. Nous sommes dans un sport mécanique car c'est le meilleur moyen de tester des technologies très rapidement en direct. Et bien sûr, il y a des avantages qui viennent avec. L'un est le spectacle, l'autre est la reconnaissance de la marque. Mais en matière de reconnaissance de marque, Michelin est l'une des marques les plus connues au monde, nous n'avons pas besoin de ça. En MotoGP, nous fournissons des pneus tendres mais durs, des pneus tendres, médiums et durs pour tous les types de circuits, pour chaque course, et chaque type de moto peut triompher en tendre, en médium ou en dur sans changer de pneus. Cela dépend des réglages de la moto, du type de circuit et de la manière dont opère le pilote. Alors quand nous pouvons influencer la réglementation afin que la performance obtenue en utilisant de moins bons matériaux et tout en produisant un bon spectacle, ça va. En MotoGP, même les écuries qui ne sont pas des top tiers peuvent gagner. Elles vous le diront que les pneus que nous fournissons les aident à faire. Voilà pourquoi nous ne retournerons pas en F1. Non, mais voilà, enfin, c'est un très bon argumentaire, je trouve. Et encore, enfin, la Formule 1 pour moi, et c'est peut-être que je parle simplement plus de cœur que d'esprit critique, sans m'en rendre compte. Mais pour moi, ces F1 bateaux ne sont pas viables pour produire ce que la Formule 1 veut produire. C'est-à-dire que ils essayent de foutre des sprints pour qu'on ait plus de kilomètres, plus de dépassements et plus de chances de produire du spectacle. Pour moi, c'est un échec assuré de ce côté-là. Ils demandent aux manufacturiers pneumatiques de produire le spectacle, alors que je suis désolé, tu as les machines. La Formule 1, c'est quoi ? C'est les meilleures voitures du monde. C'est peut-être pas celles qui vont le plus vite en ligne droite, c'est peut-être pas celles qui sont les plus ci, les plus ça, mais sur l'ensemble d'un tour, ce sera toujours les machines les plus rapides parce que aérodynamiquement, mécaniquement, ce sont des bijoux. Et c'est ce qui a toujours rendu la Formule 1 aussi impressionnante et fascinante et qui en a fait pour moi le plus grand sport automobile du monde. C'est aussi un laboratoire parce que tu cherches la performance, tout ça, c'est ce qui en a fait son charme. Le truc, c'est que quand on a décidé de franchir ce cap hybride et qu'il a fallu en 2017 redonner de la vitesse aux Formule 1, on est parti dans une direction qui a condamné pour moi la Formule 1 à ce qu'on a aujourd'hui du dirty air, des machines qui sont qui dépassent peut-être les lois de la physique en un sens, quoi, parce que je sais plus avec qui on en parlait, mais si on veut produire une voiture de course qui fait du 700 km/h en ligne droite, on pourrait le faire. Le truc, c'est que humainement, enfin, personne peut piloter ça, parce que le corps n'est pas fait pour supporter ce type de vitesse. Tu n'as pas demandé à Lucas Di Grassi. Ah merde. Mais parce qu'il l'a déjà fait, il n'a pas besoin de le refaire. Non, il l'a fait. Ouais, on peut pas. Enfin, moi, je suis Lucas Di Grassi, tu vois. Donc, c'est... Ah oui, en plus... Il y a aussi l'aspect pneumatique. Effectivement, passer à 700 km/h en ligne droite, c'est aussi un challenge. Donc oui, passer du 250 km/h en virage en portant 800 kg de charge, bon,
Tu me diras que porter 800 kg de charge, aller sur les courses de tracteur, on peut le faire, les courses de camions, je veux dire, mais c'est pas les mêmes vitesses qui sont atteintes. Donc oui, il y a un phénomène, il y a une limite physique pour moi qui est atteinte et qui fait que ça peut pas marcher. En plus, cette génération de voitures va rapidement disparaître de notre vue, puisque 2026, on est censé avoir des voitures un tout petit peu plus légères, un petit peu plus courtes, peut-être un petit peu plus fines. Moi, je suis d'accord avec ça, mais il faut enlever le un petit peu à tout. Il faut que ce soit plus petit, plus court, que ce soit, et plus léger. Dans l'absolu, je pense que, alors, on a quand même les problèmes, non, heureusement, ce sont pas des problèmes, mais on a quand même la sécurité à maintenir, donc avec toutes les zones, toutes les crash box, le halo, etc. On a tout ça à maintenir. Donc tout ça, ça fait du poids. Mais admettons que, alors je sais plus, c'est le MGU-K ou H qui disparaît. HU. Le MGU qui disparaît, bien sûr. Donc on a un élément qui une explication du MGU-H, je le tue. Hein. On a un élément qui disparaît. On pourrait potentiellement espérer un gain de poids, puis peut-être les nouvelles technologies de batterie aussi qui nous permettraient d'être plus efficientes et plus légères, on espère. Mais aujourd'hui, une monoplace, elle aurait besoin de gagner quoi? Allez, si on arrive à gagner 70 kilos, ça serait bien. Je pense que ça ferait plaisir aux pilotes. On veut des monoplaces un peu moins longues. Elles font 2 mètres de large aujourd'hui. Est-ce qu'on va revenir sur un format à 1,80 m de large? Je sais pas si techniquement, avec les zones de sécurité, ce sera possible. Mais en fait, les nouvelles générations de F1 à effet de sol de 2022, on les verra déjà plus en 2026. Ça va faire très court finalement. Mais le problème, c'est le poids, effectivement. En vrai, pour le vrai problème, je pense que c'est même pas forcément le MGU-H ou le MGU-K. Bon, ils sont lourds aussi, eux, tu vois, forcément, parce que c'est des moteurs, donc c'est des bobines de cuivre, etc. C'est en densité de poids, c'est assez gros. Mais le plus important, c'est la batterie. Le plus gros, le truc qui est vraiment problématique, c'est la batterie. Et on est à quoi d'ailleurs là sur les F1? On est à 200. Non, on a 20. Je crois que c'est 20 kilos la batterie déjà. Hein. Ah oui, pas plus. Non, pas plus. C'est limité à 20 kilos, je crois. Ah ben non, je suis con, on est à 900 kilos la bagnole, oui, avec l'essence. Je crois que son poids minimum doit être de 20 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Le moteur, c'est quoi, 80, 90 143, 145 140 kilos le moteur? Ouais, 140 kilos le moteur, je crois, V6. Enfin, l'unité de puissance, du coup, avec tout. L'unité de puissance, en comptant le MGU-K, MGU-H, le turbo. Alors, l'échappement, est-ce qu'il est pris dedans? Je suis pas sûr. En tout cas, ouais, groupe propulseur, on va dire comme ça, en enlevant la boîte de vitesse. Sans la boîte de vitesse, ça ferait à peu près 150 kilos, quoi, en gros. En tout et pour tout. C'est déjà pas mal, hein, en vrai. Hein, ça fait déjà un beau bébé, hein, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'il y a la batterie avec ou pas? Je sais pas, mais c'est vrai que tu relèves la batterie. En fait, j'en discutais pas mal parce que le monde de la batterie, je commence à connaître un petit peu maintenant. Et le vrai problème, c'est de trouver ce qu'on appelle l'électrochimie. C'est-à-dire, quand on dit qu'une batterie, c'est lithium-ion, ça veut dire que ton électrochimie dedans, c'est du lithium-ion. Et le vrai problème, c'est de trouver un composé électrochimique qui est ce qu'on appelle une densité énergétique assez basse. C'est-à-dire que pour un même poids, tu arriveras à emmagasiner autant d'énergie qu'une batterie, on va dire, un peu plus lourde ou quelque chose comme ça. Et actuellement, pour avoir une batterie qui soit vraiment légère et qui puisse tenir vraiment beaucoup d'énergie dans le gosier, il n'y a pas grand-chose sur le marché, quoi, vraiment. Il n'y a que le lithium-ion. Le lithium-ion, et encore, parce qu'il faut voir le composé que tu mets dedans, parce que après, tu as encore t'as le LMO, tu as le LFP, tu as le LTO. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en vrai, c'est ce qu'on appelle le composé chimique qui est dedans. Mais c'est chaque composé a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le LFP est très safe parce que tu vas pas avoir des risques d'explosion, par exemple, des choses comme ça. Par contre, tu vas pas pouvoir tirer énormément de courant en instantané. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vas avoir, par exemple, les batteries, par exemple, qui servent pour des drones. Ce sont des batteries qui sont toutes petites, mais par contre, tu vas pouvoir tirer énormément de jus en un temps très, très court. Alors, ils vont se décharger aussi vite. Hein. Clairement, c'est ça le problème. Mais par contre, tu vas pouvoir les décharger très vite, mais tu vas pouvoir patater rapidement. Et le problème, c'est qu'à mon avis, je pense que c'est ce qu'ils ont
c'est ce qu'ils ont dans les batteries de F1, mais c'est que ça reste quand même quelque chose d'assez lourd. Et actuellement, moi, ce que je dirais, c'est que sur le marché, ce qui marche très très bien, mais par contre, on sort d'un petit peu de l'univers de la batterie, c'est ce qu'on appelle les super capacités ou les super condensateurs aussi. Et ça, ce sont en fait, ce sont des éléments électroniques, on va dire électriques, hein, qui permettent d'emmagasiner de l'énergie, comme des condensateurs. Alors, pour expliquer, pour ceux qui sont pas trop dans l'électronique, un condensateur, c'est quelque chose qui va emmagasiner de l'énergie et qui va pouvoir en décharger. Et l'intérêt, c'est que on n'est pas donc ça ne peut pas en garder entre guillemets c'est pas un élément de stockage d'énergie, ça va se décharger naturellement. Donc c'est pour ça que par exemple une voiture électrique, on va dire de tous les jours, tu pourrais pas mettre ça parce que en fait, au bout de 2 heures, ta batterie elle est vide. Voilà. Donc il faut toujours que ce soit en fait toujours en fonctionnement. Donc c'est-à-dire soit tu la charges, soit tu la décharges la capacité. Mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, tu as quand même un poids, tu as quand même un poids qui est assez conséquent, mais qui est beaucoup plus limité par rapport à des batteries actuelles en lithium. Donc, pourquoi pas mettre ça sur la F1 ? Moi, je trouve que ça pourrait être une solution qui peut être viable. Vas-y, Gazou, tu as une question, pardon. Oui, alors je ne sais pas si c'est viable ou pas, mais je pose la question parce que je pense qu'ils n'y ont peut-être pas pensé. Mais est-ce qu'on a déjà essayé la solution des Mentos dans le Coca ? Alors, Stardust qui nous rapporte que d'après Sky Sport, les batteries de F1 sont fournies par Phil Collins. Oh putain. I can feel it. Tonight. Oh no. Merde. Bah oui. Forcément. Ah oui, bah forcément. Alors, moi, je suis très grand fan de Phil Collins. Alors là, Oh merde. Ah bah, il touche à ma sensibilité. Tout à l'heure, je parlais de Braun Grand Prix, je sais plus pourquoi. Oui, Lando Norris. J'ai reçu mes nouvelles collections Altaïa. Il faut que j'enlève mon truc. Mais vous inquiétez pas, ça va pas juste être de l'exposition. Je vais essayer à nouveau de rappeler un point. Mais bon, voilà, je monte la Braun. Je suis assez déçu. Ils ont mis celle de fin de saison où il y a 50 sponsors dessus. Et honnêtement, le jaune est très moche. C'est pas le jaune fluo comme on avait. Et je suis très déçu pour le coup de la Braun. Mais j'ai reçu aussi Jean-Pierre Jabouille, la RS01 et l'Alpine 2021 de Fernando Alonso. On reste sur du Renault, c'est très marrant. Mais c'est toujours pour parler plus de... je vais faire comme ça. Plus de gabarit toujours, puisqu'on est sur l'échelle 1/24e. Voilà, regardez le capot moteur, bordel de merde. Si je passe à peu près les... Il n'y en a pas en fait. Voilà. Il n'y a pas de capot moteur. Oui, bon, la taille de la région moteur, on va dire, sur l'Alpine. C'est énorme et en plus, ce que j'aime beaucoup sur la Renault, en plus, celle-là, on voit... c'était une des dernières Formule 1 justement sans capot moteur pour le coup justement, mais voilà, c'est les différences de gabarit qui sont assez extraordinaires. Alors c'est en 79, mais c'est avec cette bagnole que René Arnoux nous donne le finish incroyable contre Gilles Villeneuve à Dijon. Et Jean-Pierre Jabouille, c'est la fameuse première victoire de Renault en Formule 1. Comment je remets comme c'était avant, comme ça. Voilà. Je voulais en venir aussi pour répondre à l'aspect sécuritaire, Gazou. Bien évidemment, ici, on est grand fan de sécurité. Moi, j'admets que dans mon temps libre, j'aime bien me regarder un petit crash mortel de temps en temps et tout. Non, c'est pas vrai. Mais non, moi j'aime plus regarder les accidents, tu vois, où à la fin je fais oh non, qu'est-ce qu'il va il va bien. J'adore la sécurité. Vraiment, je suis fan. Regarde Vidéo Gag. Oui, voilà. Vidéo Gag, ça se termine bien. Jackie Stewart, Sid Watkins, tout très grand fan. J'ai lu tous leurs livres. Mais pour moi, il y a aussi un truc, c'est que bon, ok, ces machins, c'est pas solide. Ces machins, c'est très solide. On en revient à la différence de poids.
Tu prends Joe, Silverstone l'an dernier, Ericsson, je pense aussi beaucoup à Ericsson Monza. À Monza en 2018. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on peut penser à Verstappen aussi, son crash à Silverstone. Enfin, on a tout un tas d'exemples terrifiants ces dernières années. Quand il a la roue de Alonso qui monte dessus, là où je suis plus. Non, mais je pense pas à ça. Là, en fait, là où je veux en venir, c'est que quand tu lances un truc de 500 kg à 300 km/h, un truc de 800 kg à 300 km/h, tu vois où je veux en venir. Quand la voiture part tout simplement, forcément, beaucoup plus d'inertie, c'est le terme que je cherchais. Donc forcément, tu as beaucoup plus d'énergie à dégager. Voilà. J'en reviens au problème physique. Effectivement, ces voitures sont plus lourdes et plus larges pour des raisons de sécurité, mais d'un autre côté, en 2016, tu regardes, je suis désolé, les voitures, elles sont déjà très bien en termes de normes sécuritaires. Alors effectivement, il n'y a pas le halo, mais le halo, il n'y a pas besoin que la voiture soit massive pour intégrer un halo dessus. Non, c'est que 20 kilos, 15, 20. Voilà, et 15, ouais. Donc aussi, c'est là où je veux en venir, c'est que si tu enlèves 200 kilos à certains crashs qu'on a eu ces dernières années, je suis sûr qu'ils sont beaucoup moins impressionnants et que, c'est un peu là où je veux en venir. Pas forcément. C'est d'ailleurs aussi un débat, enfin c'est pas vraiment un débat, mais c'est aussi un truc qu'on retrouve pas mal en conception globalement. Hein. Le rapport avec la masse, parce que en fait c'est un peu un cercle vicieux dans la mesure où tu prends ta voiture de 500 kg, d'accord, elle va faire évidemment quand elle va rentrer dans le mur à une certaine vitesse, bien évidemment il y aura moins d'énergie, mais dans un autre sens, c'est quand on rajoute des éléments pour faire dissiper cette énergie que ça va mécaniquement alourdir la voiture. Donc si elle fait 500 kg, forcément tu auras des éléments de sécurité qui sautent, des éléments ou des matériaux qu'on utilise qui sont justement spécialement plus lourds parce qu'on veut dissiper l'énergie. Quand une voiture rentre, une Formule 1 rentre droit dans un mur, c'est d'ailleurs pour ça qu'un accident qui est impressionnant, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout a fait son taf. Alors que un accident puissant où la voiture est intacte, là tu peux te dire que le pilote, il est mort en fait. Donc c'est pas ça qu'on veut. Mais et j'avais aussi vu un truc, c'était Newey qui avait dit ça il y a 1 an, je crois, et il avait raison, dans la mesure où il dit que, si on fait avoir des voitures plus légères, en tout cas, pas forcément revenir aux voitures de 600, 700 kilos, 600 kilos, faut pas rêver. Ça reviendra plus jamais pour un tas de raisons. Par contre, on peut enlever, 50, 60, ça c'est possible. Et c'est un des objectifs, c'est ce que disait Newey de 2026. On va regarder ainsi avec les nouveaux éléments, que ce soit avec des éléments de batterie ou comment refaire à peu près les voitures, si on peut essayer de perdre un maximum de poids. Ça, c'est jouable. Mais par contre, le truc de plus c'est léger, moins c'est dangereux, ça par contre, je suis pas du tout d'accord. Non, bien sûr. C'est évidemment pas mon argumentaire parce que je peux trouver moi-même des contre-exemples qui sont Mark Webber 2010, Kubica 2007. On a eu déjà des accidents qui étaient impressionnants entre guillemets et terrifiants. Et justement, pour moi, le cas de Spa 2018 se contrebalance avec Spa 2022 parce que c'est le même accident, quoi. C'est juste que dans un cas, il y en a un qui a failli perdre sa tête et l'autre, il y avait un halo. Donc, bien sûr, c'est pas non plus mon propos, mais effectivement, c'est vrai que j'avais pas nécessairement vu le phénomène sous, comme tu dis, le cercle, une forme de cercle. Hein, c'est que au final, ça revient presque au même à chaque fois. Dans le sens où plus tu ajoutes des éléments sécuritaires, t'alourdis ton truc et tout. Mais je pense par exemple à Joe, mais là je vais reprendre plus un exemple. On a eu le cas concret à Portimao de la bagnole qui s'envoie dans les gradins. On sait pourquoi elle est partie dans les gradins, mais sans aller jusque-là, moi je reste sur Silverstone 2021. Est-ce que du coup, avec un poids plus léger,
on en serait finalement revenu au même cas avec la voiture qui manque de terminer dans les tribunes. Tu t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non, en fait, pardon, je suis totalement brouillon dans ce que je dis. Pour aller à l'essentiel, ce que tu dis, c'est que finalement, quand Joe a failli finir dans les tribunes à Silverstone en 2021, même si tu enlèves 100-150 kilos, ça aurait été le même résultat peut-être. Oh, ça aurait même été pire, hein, ça n'aurait rien changé du tout. Donc, t'enlèves, parce que là, la voiture se retourne. Donc, par contre, dans la façon où il y a les roulés boulés et t'as toutes les pièces qui au fur et à mesure qu'il y a un choc, ça dissipe de l'énergie, donc il y a des pièces qui s'en vont. Donc jusqu'au moment où il termine sa course, si la voiture est plus légère, forcément, il y a moins d'éléments qui s'en vont, et il y a plus d'énergie qui va se retrouver quand il va taper droit dans le mur. Donc, c'est une balance c'est un débat qui est pas simple, hein, parce que c'est pas si évident que ça. On peut se dire, ouais, c'est plus léger, c'est mieux, ça va plus vite, et forcément, quand ça tape, c'est moins violent, mais non, pas forcément. Non, parce que c'est l'énergie embarquée, c'est 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Et donc, ça veut dire que si la vitesse est multipliée, avec son cavalier et tout. Ouais, non, mais le mec, il est fond, il est bon, il vend. Mais du coup, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est plutôt la vitesse qui prend en compte et pas forcément. Enfin, le poids aussi, mais pas autant. Oui, j'ai vu. Non, mais j'ai même pas fait exprès, mais d'accord. Pas d'action contre Magnussen, apparemment. Non, no further action. Et j'avais autre chose aussi, j'ai retrouvé les poids minimum pour le bloc moteur. Alors, c'était version 2022, mais je vois que ça restait le même. Alors, le bloc, il doit faire au moins 150 kg. Voilà, c'est le poids minimum du bloc. Le MGUK doit faire au moins 7 kg, ce qui n'est pas énorme, en fait. Le MGUH, il doit faire au moins 4 kg. Et la batterie, le poids de la batterie doit être compris entre 20 et 25 kg. Voilà. Et après, avec ça, tu te débrouilles, quoi. Pourquoi il y a un torrent comme ça dehors à Paris? Ah parce que c'est l'orage, mec. Ah, il n'y a pas que chez moi qu'il y a des explosions. Oui, je pense que c'est l'orage, en fait, simplement. Il n'y a pas que chez moi qu'il y a des explosions, donc. Je vois même pas pourquoi vous vous plaignez, il suffit d'habiter dans le sud. Mec, il y a aussi des explosions. Je parle pas trop parce que tout à l'heure il y a eu gros orage et il pleut comme pas possible là. Oui, non, mais Pau, il pleut 14 fois dans la journée aussi. Oui, c'est vrai. Attends, on peut dire quelque chose de Bordeaux, mais rien. Donc voilà. Donc en conclusion, ma contre-argumentation sécuritaire sur le poids n'est pas solide, mais en même temps, le fait de défendre que le poids est là pour la sécurité n'est pas plus pertinent non plus, quoi. Ouais, il y a un mix à trouver, mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est, allez, je pense, en enlever entre 30 et 40, c'est jouable pour 2026. Là-dessus, ils peuvent. Mais moins, c'est pas, déjà, je sais même pas si ça serait possible, rien que pour la voiture, parce que quand on prend tous les éléments qu'il y a sur une Formule 1, c'est le bloc, aujourd'hui, c'est plus comme avant où ça servait juste à pousser les roues, hein. On a des véritables ordis roulants aujourd'hui, enfin, c'est un délire, hein. Donc, c'est pas si simple que ça dans le pied de la masse. Parce que quand on parle du bloc, on dit que le bloc, il fait 150 kg minimum, est-ce que c'est avec ou sans les calculateurs, tu vois? Ouais, parce que le moteur tout seul, c'est un V6 d'un litre 6, hein, c'est minuscule. Ça pèse pas énorme. C'est tout ce qu'il y a autour qui fait que le bloc est aussi lourd et complexe. C'est la partie hybride, non? Non, pas forcément. Il y a tout. Bah, non, parce que regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regarde le MGUK, minimum 7 kg. Après, s'il fait 10 kg, tu perds 3 kg, mais c'est toi qui te débrouilles, tu vois. Oui, mais si t'enlèves le côté hybride, t'as pas de MGUK. Alors, si on enlève le côté hybride, oui, mais attention, le bloc, c'est le bloc tout seul, hein. Quand on dit 150 kg minimum, c'est pour le bloc lui-même. D'accord. Le hybride, ça se rajoute après. Donc là, en gros, le hybride, ça ferait, alors si on compte maximum, ça ferait 25 plus 11, ça ferait 36. Alors, arrondissons à 40 kg. Tu enlèves la partie hybride, tu gagnes 40 kg sur ta voiture. Ouais, c'est. Et l'autre point aussi à apprendre, c'est aussi d'ailleurs ce que j'avais vu avec un gars qui parlait revenir au moteur atmosphérique, mais vous oubliez qu'il y a la consommation d'essence. Un moteur atmosphérique, ça consomme pas la même chose qu'un moteur hybride, hein. Donc ça rejette pas la même chose non plus. Donc tu dégages l'hybride, il y aura une certaine partie du poids qui va se regagner dans l'essence que tu vas mettre dans la bagnole. Donc au final, tu gagnes pas tant que ça. L'hybride, c'était sur de toute façon, le vrai argument, c'était surtout pour la conso, hein.
C'est un véritable argument. Les moteurs qui sont pour 2026, ils vont encore réduire la consommation. J'ai plus les chiffres, mais ils vont réduire ça de façon assez... C'est d'ailleurs là où on estime qu'on pourra gagner du poids, parce que les prochains moteurs sont encore plus économes en carburant, puisque le bloc thermique fera à peu près 500 chevaux, là où on aura les autres 500 dans l'électrique. Donc il y a moyen de gagner pas mal de poids sur rien que sur le fuel. On met dans la si on recentre ce débat sans fin sur le concept de revenir à des monoplaces type 2016, 2014-2016, à savoir qui sont plus petites, tout simplement, et aussi plus légères, parce que là on parle du bloc moteur depuis 20 minutes, mais pas 20 minutes, mais la réalité c'est aussi que les bagnoles sont plus grosses, donc logiquement plus grosses, plus lourdes, plus larges et tout. Est-ce qu'il y a tant de raisons que ça d'avoir des bagnoles qui sont aussi grosses? Oui, les bagnoles sont plus longues parce qu'on a rajouté des couches de sécurité à l'avant. Maintenant, est-ce que c'est si nécessaire? C'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais est-ce que il y a aussi une possibilité de rétrécir tout simplement les bagnoles, quoi? La FIA, sur l'appel d'offres pour le manufacturier, a dit que dans un souci de continuité, logiquement, les dimensions des pneus ne seraient pas touchées. Donc, on garderait la même chose. 18 pouces, c'est certain. Et je pense aussi, en termes de largeur de pneus, la même chose. Du coup, je me demande si réellement la monoplace peut revenir à quelque chose de 1,80 m de large avec la taille des pneus, je sais pas. Ça pourrait être marrant, tiens. Quoique, j'ai ça sous les yeux, donc les bagnoles, les bagnoles des années 70, elles ont des pneus arrière qui font 3 fois la largeur de la bagnole. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une forme de débat sans fin, mais je me dis que quand j'ai revu cet hiver Charles Leclerc piloter la F2004, juste en voyant une caméra embarquée, en fait, tu comprends pourquoi les pilotes s'éclataient plus en ce temps-là et pourquoi, sans dire que c'était qu'il y avait plus de dépassements, pourquoi c'était moins difficile d'avoir des batailles en piste. Ouais, mais moi, depuis tout à l'heure, j'écoute, etc. Mais pour moi, un argument tout con, en fait, c'est si on prend les très gros cartons de ces dernières années, depuis 2017, que les voitures sont plus larges, plus longues, etc. Si on prend les très gros cartons, et je parle des très gros, je parle pas d'un mec qui rate son freinage, qui va taper le mur de face. Je parle des très gros trucs type. Ça, c'est pas un gros carton. Type Zhao, type Verstappen éventuellement, type Grosjean, etc. Si on prend les voitures de 2016, 2014, 2010, même avant, est-ce que les pilotes s'en sortent pareil? Alors, sans parler du drame du pilote qui y reste, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus graves? Est-ce que Grosjean, s'il se prend la même boîte en 2006, est-ce qu'il sort de la voiture? Tu vois, c'est ça. Et en fait, je me dis, moi le premier, je suis d'accord que les voitures c'est des camions, c'est gros, c'est large, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus intelligent, c'est peut-être pas le mot, mais plus cohérent à faire on essaye de trouver un autre moyen ailleurs parce qu'on ne peut pas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons techniques, etc., on ne peut pas réduire les voitures. C'est très chiant parce que c'est des putains de bateaux, mais est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution ailleurs? Alors, des bateaux qui vont moins vite aussi, donc... Pas beaucoup moins vite quand même. Il y a 6 secondes d'écart au tour quand même entre 2016 et 2017. Tous les records ont été battus en 2020-2021. Oui, mais c'est à partir de 2017 que si tu te rappelles, de 2017 à 2018-2019, tous les tours, on avait New Track Record. C'est pas New Fastest Lap, c'est New Track Record. Oui, donc les voitures sont pas moins rapides. Non, mais en 2016, justement, elles étaient moins rapides. Ah, oui. Donc, vu qu'elles sont moins rapides, forcément... Ouais, mais là, du coup, on en revient à ce que disait Shira. Oui, bien sûr. T'as ton équation... Enfin, je sais pas si équation, c'est le bon terme, mais sur ton graphique, t'as ta courbe de... t'as tes mathématiques qui te disent, si tu baisses la vitesse,
c'est parce que tu baisses sûrement le poids ou la taille ou tout ça parce qu'il y a sécurité et au final le ratio est à peu près équivalent. Et puis surtout, donc, pour moi, juste pour terminer, pour moi, il faut trouver d'autres solutions. Alors, je suis d'accord que là, ce qu'ils trouvent de forcer quelque chose avec du sprint, avec ci, avec ça, le DRS, des pneus qui font exprès de pas tenir parce que ci, parce que ça, c'est peut-être pas la bonne solution. Élargir les pistes, etc., c'est peut-être pas la bonne chose non plus parce que le souci est peut-être pas tant dans le fait que les pistes soient étroites, à part quelques grands prix. Ou oui, éventuellement, les pistes sont étroites, type Monaco, par exemple, où là, tu ne passes pas à d'autres fronts. Mais voilà, mais parce que c'est un cas extrême. Grosso modo, les nouveaux circuits qui arrivent, c'est des putains de pistes d'aéroport. Tu peux y foutre 5 bagnoles les unes à côté des autres. Donc voilà, mais je pense que le souci à trouver est ailleurs, parce que les voitures aujourd'hui sont comme elles le sont, pas parce que les ingénieurs se disent c'est comme ça qu'on va aller plus vite, c'est parce qu'il y a le règlement qui fait que tu as ta boîte où tu peux dessiner dans ta boîte qui est de cette taille-là, parce que si c'est plus petit, il y a moins de sécurité et qu'on privilégie la sécurité à ce que c'était pas il y a quelques années, ou à ce que c'était moins il y a quelques années. Et pour reconclure ma conclusion, je reste moins persuadé que Zhou, Grosjean, peut-être même Verstappen, et j'en oublie sûrement, ils prennent exactement les mêmes boîtes avec les bagnoles, ne serait-ce que de 2016-2015. Je suis pas sûr que ce soit la même histoire. Ah non, même pas sans forcément aller jusqu'à la mort. Et en tout cas, il y a un. Je parle pas de la mort. Oui, il y a un bras cassé. Ouais, voilà, il y a une jambe pétée, un bras cassé, une côte fêlée, un truc. On est quand même à un stade aujourd'hui où Joe se prend un carton comme il se prend à Silverstone, et 30 minutes après, il pose sur Twitter avec son bubble tea. Enfin, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai, les pilotes, ils font 350-0. Je suis d'accord. Ils font 350-0 en prenant 55 ou 50, je sais plus, c'est 56G, je crois, Verstappen à 51. Ouais, 51G. Le mec, il prend 51 fois son poids dans la gueule en faisant bon, il était pas à 350, mais en faisant grosso modo, même si c'est du 200, il fait du 200-0 net en prenant 50 fois son poids dans la gueule. Et il sort de la bagnole. Alors oui, il va à l'hôpital. Heureusement qu'il va à l'hôpital après une boîte comme ça. Mais le mec n'a rien en soi. Il va à l'hôpital, il boite un peu. Et heureusement aussi qu'il boite un peu, ça reste un humain. Mais enfin, c'est aberrant la sécurité qu'il y a, quoi. Enfin, et c'est une bonne chose. Il avait vraiment envie de jouer le titre, c'est pour ça. Oui, aussi. La mort qui a déboulé, il a fait non. Je dois défoncer, je dois gagner mon titre. Après, mec. Parce que là, pas le temps. On se donne rendez-vous novembre, si vous voulez novembre, mais pas avant novembre. Là, j'ai des trucs à faire. Et après, la main, elle a fait là, j'arrive, je t'envoie des bombes directement à Jeddah. Et il a fait non, je dois gagner la course. Non. J'ai un truc qui m'a fait beaucoup rire dans le chat, je vous le partage parce que ça m'a fumé. 350-0, c'était pas... Ah, ma voisine du dessus participe à la fête. Je l'avais pas compris comme ça à la base, le message, effectivement. Si, c'était ça. Oui, non, mais bien sûr. Oui, voilà. En fait, elle a écouté générique à la lettre, tu vois. Ouais. Bon, allez, je pense qu'on va s'en arrêter là, mais oui, en fait, c'est que j'ai toujours aussi ces images du crash de Raikkonen en 2014 à Silverstone, à Alonso Gutiérrez 2016. Magnussen en 2016, en haut du raidillon. 2016, ouais, c'est là aussi. On ne parle pas beaucoup, mais là, quand t'avais carrément tout son comment on appelle ça là, le headrest qui s'arrache au-dessus là. Il est très violent son crash à la sortie du. C'était impressionnant. Du raidillon, ouais. Josué qui demande réduire les dégagements pour que les spectateurs soient plus près de la piste. Est-ce que c'est pas une connerie? Si. Bah si. Si. C'est une très grosse connerie d'ailleurs, justement. C'est pas parce qu'ils font du 250-0 en sortant de la voiture en allant bien qu'il faut leur faire du 250-0. C'est pas le but non plus. Ouais. Mais alors, je voyais la question d'améliorer la sécurité sur les circuits et tout ça. Gazou, est-ce que tu peux jouer ton Michael Duforest pour nous ressortir un exemple d'IndyCar qui apparemment, eux, repose tout sur la sécurité des bagnoles et ça se passe plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, là, on regardait la course avec Tim l'autre fois, là,
qu'il y a eu dimanche dernier, on voyait le circuit, mais on était en extase devant le tracé. On se disait, bon, on n'aura jamais des Formule 1 là-bas, quoi. Ouais, non, c'est sûr. La conception de la sécurité est totalement différente en IndyCar, en fait. Mais effectivement, oui, comme le disait Chira, c'est une question de dissipation de l'énergie, tout simplement. Effectivement, une monoplace, quand elle est intacte, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est le pilote qui a tout encaissé, quoi. Donc, dans l'absolu, il faudrait que la cellule de survie soit juste restante en piste selon l'intensité du choc et que aileron, suspension, machin, tout ça soit en vrac, mais au moins que l'énergie se soit dissipée par là, quoi, entre guillemets. Après, effectivement, je pense que oui, on reverra jamais des monoplaces comme tu le souhaites, peut-être Mick, comme on a vu en 2004 ou autre, tout simplement parce que eh bien, ce sont encore les ingénieurs qui font c'est tout ce que je veux. De quoi? Des voitures agiles. Et oui, ben non, ça sera plus possible parce que le problème, c'est que déjà, ce sont les ingénieurs qui font la loi en Formule 1, premièrement. Donc, entre guillemets, tant qu'il faudra travailler de l'aéro ou autre, parce que 2004, les Formule 1 de 2004, alors ouais, elles étaient agiles, c'était génial et tout, mais ce sont des bagnoles qui sont très pauvres en aéro. Ça tient pas la route dans les virages. Ils sont en train de jouer du volant comme ça c'est ça, regarde. Bien. Dans la parabolique, ils sont comme ça, en train de retenir la bagnole. Il y a absolument pas d'appui. On était dans l'ère de la F1 où il fallait avoir des V10 de 1000 chevaux, quoi. Donc, c'était la course à la puissance électronique. Il y avait absolument pas d'aéro, quoi. C'était ridicule. Je vais rien dire parce que moi, Alors oui, c'était génial à voir. Oui, c'était génial à voir. C'était des équilibristes, mais cette époque-là est révolue. Jamais on ne reviendra à cette ère-là. Aujourd'hui, on a des F1 qui sont des rails, des ventouses. En plus, regardez les virages, à combien ils les prennent? Ils prennent des virages en 4e, en 5e. On est où? Je veux dire, ça patine même plus une bagnole. Oui, on est à Miami. Ouais. Regardez ça à Leclerc, là, si ça patine plus, tiens. Regardez les F1 aujourd'hui, elles ne patinent plus. Ils prennent les virages en 4e, en 5e, tac, 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 à la volée, je te passe les 8 comme ça, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les circuits, la plupart des circuits, ne sont pas adaptés au F1. Je le disais dans le Racing Café, le Bakou n'a rien à faire en F1, c'est une hérésie complète. Regardez ce qu'a fait Abu Dhabi, ils ont supprimé les épingles serrées pour faire des coupes rapides. Barcelone, on va y aller, ils ont enfin fait péter cette chicane, on va se retrouver avec un double droite, ça va être génial. Si vous voulez générer de l'appui avec les bagnoles à effet de sol, il faut de la vitesse. Pour avoir de la vitesse dans les virages, il faut des courbes rapides et non pas des épingles à cheveux et des pif-paf et des trucs casse-vitesse. Donc la moitié, enfin pas la moitié, mais on a quand même bien un quart des circuits du calendrier qui n'ont rien à y faire, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord et c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, j'ai juste ajouté le fait que on en est à ce stade. Et moi, ok, on change le calendrier. Ok, pourquoi pas? C'est la nouvelle Formule 1. La nouvelle Formule 1, c'est du Miami, c'est du nouveau Barcelone. Ok, pourquoi pas? Maintenant, je regarde la Formule 1 dans les yeux et je me dis, comment tu doubles? Non, mais c'est aussi simple que tu peux. Qu'est-ce qui fait un dépassement? C'est la différence de vitesse. C'est très con, hein, mais c'est ça. Tu ne peux pas faire de dépassement sur un circuit où, comme dit Gazou, t'es en 4e au minimum tout le long. Enfin, je crois que c'est ça. Hein, j'ai la plus basse vitesse qu'ils enchaînent, c'est la 4e quand ils passent le premier enchaînement gauche-droite, quoi. Et puis, j'aimerais aussi rajouter un détail par rapport au dépassement, c'est que même si on réussit à faire tout ça, il y a aussi un truc, et Verstappen a dit ça c'était en conférence de presse vendredi, ou jeudi, je sais plus, quand ils font ça, et j'ai trouvé ce qu'il disait totalement juste, c'est que lui, il expliquait que enlever le DRS, il est complètement pour, parce que, le problème qu'il a, c'est que lui, il est dans la Red Bull. Donc, ce qu'il expliquait, c'est que qui est DRS ou pas, c'est pas un problème parce que la différence de vitesse entre sa voiture et les autres fera qu'il pourra toujours remonter. Mais par contre, pour tous les autres, si on enlève le DRS, c'est la procession. Parce que les deltas de nos jours en Formule 1, les équipes sont tellement rapprochées. On regardait tout à l'heure ensemble la qualif. On a à peu près une seconde entre le mec qui est 12e et le entre le 1 et le 12. Alors que si vous regardez
vous faites un petit instant nostalgique, que vous regardez les qualifs dans les années 2005, 2006 jusqu'à peu près 2010, il y a le poleman et le deuxième parfois il a 2 secondes de retard. C'était pas du tout la même, la même chose. Quand on prend, t'as même pas besoin de remonter si loin. Alors c'était un peu différent parce que c'était déjà assez proche, mais la grosse domination Mercedes, quand t'avais 5 dixièmes entre Hamilton et Bottas, tu disais oh, il est loin, mais ça va, 5 dixièmes. Aujourd'hui, 5 dixièmes, tu passes de deuxième à 12, 13e, tu vois. Bah, tu peux passer de la Q, tu peux, ouais, c'est ça, avec 5 dixièmes d'écart aujourd'hui, tu passes la Q1, quoi, donc. Ah oui, non, mais c'est. Donc bon, oui, enfin, c'est beaucoup de problématiques quand même, cette histoire des déplacements. En fait, pour moi, et là, je vais lâcher un gros problème philosophique. La Formule 1, c'est la quête de perfection. Et pour moi, on la frôle, cette perfection, vraiment, depuis quelques années. Et en fait, c'est ce qui fait que, justement, on se rend compte que la perfection, c'est chiant. Et en fait, tu regardes, pour moi, tout simplement, t'as un plateau qui est presque irréprochable, hein. Je crois que vous en avez parlé dans le Racing Café. Enfin, Michael a sorti l'extrait, il me semble. Nous-mêmes, on s'est fait la réflection en regardant l'IndyCar, en se disant, Grosjean en Formule 1. Alors oui, c'était un bon pilote, mais au moment où il est parti, les gens ne se disaient pas, c'est un crack générationnel. Oui, il s'en va parce qu'il faut qu'il s'en aille. En IndyCar, il est dans le haut du panier, et c'est le cas de tous les pilotes de Formule 1 quand ils s'en vont, qu'ils vont ailleurs. Quasiment tous, en tout cas, ils sont dans le haut du panier de là où ils vont. Et c'est là où on se rend compte que le niveau en Formule 1 est aberrant. Ouais, enfin, aberramment bon, quoi. Oui, et là, enfin, cette année, pour moi, quand Latifi s'est barré, qu'on le remplace par Sargent, on a atteint le meilleur plateau de l'histoire de la Formule 1. Et puis, on dira que De Vries est à la ramasse. Il a fait 4 courses. On verra si dans un an, il est toujours aussi brouillon. Mais voilà, c'est pour ça que Tim est chiant, oui. Attends, quoi? Oui. Si, il a raison. Il a totalement raison. Bon, voilà. Les voitures sont toutes parfaites, donc trop proches, et du coup, c'est trop compliqué. Ouais, c'est un truc je vais m'arrêter là-dessus, et c'est aussi un autre truc comme je redisais avec les écarts en qualif avant. Puis on a plus ces équipes, les HRT, ces gens-là un peu paumés, les pilotes, les lanternes rouges, les Yuji ID, enfin, on a plus ces gens-là qui venaient aussi mettre il y a plus ces gens-là qui venaient mettre un peu de piment dans les courses, ou qui faisaient que il y avait souvent des événements un peu. Aujourd'hui, c'est ça, on a des robots qui sont super bien formés. Depuis qu'ils ont 4 ans, ils sont dans des simus. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Hein, donc, et puis toutes les équipes, même les équipes loin, sont plus ou moins proches. Là, on voit As qui se qualifie correctement. Enfin, je sais même plus si on peut parler de vraiment, c'est vraiment des backmarkers. C'est on a un mais il y en a plus, justement. On a un midfield de base du P2 à la. Oui, voilà. Il y a Red Bull et il y a les autres. Enfin, c'est tout. Gazou, est-ce que c'est tout public ce qui t'a fait rire ou pas? On peut pas dire ça. Ok, allez, on enchaîne.